nous ouvrons donc cet après-midi la troisième table ronde du colloque. Et je crois que nous allons aller dans le sens de, ce matin Alain Obadia a parlé, je crois que chacun des intervenants est dans cet état d'esprit, d'un élargissement de la focale, en quelque sorte, et donc de la prise en compte de la dimension elle-même de ce que signifie l'Indo, la mer méridionale et l'Indo-Pacifique. Et donc dans cette dimension Indo-Pacifique, qu'est-ce que ça signifie de nouveau, comment cette notion intervient aujourd'hui à la fois dans la vision du monde, dans la vision de ce qui se transforme dans le monde et dans les relations entre les différents acteurs, dans une particularité. Et je pense que chacun des intervenants cet après-midi interviendra pour éclairer cette dimension-là, qui est à la fois une dimension d'acteurs continentaux, en quelque sorte, et dans une dimension maritime, en quelque sorte. Il y a cette correspondance qui crée une donnée particulière, en quelque sorte, particulièrement pour nous comme Européens, en quelque sorte, qui avons une vision différente de ce que peut être, par exemple, l'atlantisme, avec quelque chose d'assez bordé, à la fois géographiquement et politiquement. Et là, ce regard que nous sommes amenés à porter sur l'Asie globalement, l'Asie du Sud-Est, le déplacement du Pacifique vers l'océan Indien et dans l'autre sens aussi. Donc cet élément-là, je crois, éclaire cet après-midi, la table ronde de cet après-midi devrait aider à éclairer dans le sens, dans la continuité de la qualité des interventions de ce matin, cette perspective-là. Donc je donnerai cet après-midi, donc dans cette table ronde, la parole successivement à Emmanuel Linco, qui est professeur à l'Institut catholique de Paris et attaché à l'unité de recherche religion, culture et société, qui est spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine et qui est chercheur associé à l'IRIS, à l'Institut de relations internationales et stratégiques que nous connaissons tous. Madame Marianne Perron-Doisé, qui est chercheur Asie du Nord, Japon, Corée, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et qui dirige également le programme Sécurité maritime internationale, donc qui va nous apporter cet éclairage dans cette dimension et pour mieux entendre ce qu'elle dit, elle a aussi occupé différents postes de responsabilité en relation avec les problèmes de sécurité en Asie-Pacifique au sein du ministère de la Défense, dont celui de chef du bureau Asie-Pacifique, à la délégation des affaires stratégiques. Ses axes de recherche portent notamment sur les thématiques de la régionalisation et du multilatéralisme maritime sur les principaux théâtres océaniques, Asie centrale, Pacifique, etc., et océan Indien. Et Rémi Perelman, qui je donnerai la parole à la fin de notre... qui, lui, travaillera pour nous, en tous les cas, particulièrement sur la question des différents acteurs, et qui est analyste géopolitique dans le groupe Asie 21 de Futurible International. Donc à la fois dans les réalités aujourd'hui de la complexité des acteurs, ou disons des rencontres, contradictions, convergences entre les acteurs, et aussi dans une perspective peut-être de qu'est-ce qui se passe et dans quel sens ça peut aller. Voilà. Je parlais tout à l'heure, on a parlé de sécurité. Je crois que le fil rouge de la journée, c'est effectivement la sécurité. Mais on a bien vu ce matin que cette notion de sécurité était amenée à intégrer des dimensions économiques, mais pas seulement économiques au sens étroit du terme. Mais quand on a parlé, par exemple, de la pêche, quand on a parlé qu'elle soit industrielle ou illégale, quand on parle de la sécurité des lieux de passage, quand on a parlé du droit, on a vu qu'on touchait à des questions tout à fait essentielles en matière de sécurité, avec il y a une insistance ce matin sur la dimension environnementale. Et sans doute, ce sont des effets, en quelque sorte, modernes, des effets nouveaux, dans certains cas, de ces dimensions-là. Et donc, une des idées, sans doute aussi, sera, dans le fil rouge de nos réflexions, même si chacun, évidemment, intervient à partir de son angle, c'est d'avoir une vision aussi globale, à la fois globale et différenciée des différents éléments de la sécurité. Chacun le dira à sa manière, mais je crois que ce sera aussi un élément de réflexion. Et je donne tout de suite la parole à Emmanuel Linco, avec à la fois une contrainte dans laquelle il sera bien obligé de se plier, mais nous aussi, qui est qu'il doit absolument partir parce qu'il a un cours cet après-midi, et que donc, à la fin de son intervention, je donnerai la parole pour une ou deux questions à vous-même, pour que nous puissions ensuite le libérer. À toi, Emmanuel. Merci beaucoup, cher Daniel, et merci à la Fondation Gabriel Péri de cette invitation. Alors, comme préambule, j'insisterai sur un certain nombre
de témoignages historiques et de donner des éclairages historiques pour mieux comprendre justement les représentations de cette immense région que sont à la fois l'océan Indien et le Pacifique. Et tout d'abord, vu d'un point de vue européen, en rappelant que l'historiographie française, notamment, est assez riche en la matière. Je pense à un certain nombre d'auteurs récents, François Gipoulou, évidemment, en tant que géographe, qui est l'auteur des Méditerranées asiatiques, qui est un livre absolument majeur, justement, pour penser le domaine maritime de l'Asie orientale, et pas que. Je pense également, dans le domaine de l'histoire culturelle et de la sinologie anglo-saxonne, à Timothy Brooke, Le chapeau de Vermeer, qui est un ouvrage tout à fait intéressant qui peut être abordé de 1000 manières, et notamment pour questionner l'histoire des relations, là encore, maritimes, entre cette fois-ci le Moyen-Orient, via l'océan Indien, et l'Asie du Sud-Est et le sud de la Chine. Et puis enfin, un peu plus loin de nous, Denis Lombard, dont le nom est peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui fut par ailleurs un ancien élève de Fernand Braudel, donc évidemment l'un des grands disciples à la fois de l'histoire des représentations et de l'histoire du temps long, comme le disait Fernand Braudel, et l'auteur d'une œuvre tout à fait majeure qu'il faut sans doute relire pour comprendre les enjeux contemporains, Le Carrefour javanais. Et pourquoi ce livre est-il important, en tout cas à mes yeux? Eh bien parce qu'il reconnaît à cette région que l'on a appelée du temps notamment de la colonisation néerlandaise de cette partie méridionale de l'Asie du Sud-Est, l'insulinde, il y reconnaît finalement un rôle central. Comparable, et j'ai le souvenir justement des premières pages de son ouvrage, comparable selon lui à cette autre région carrefour qui est l'Asie centrale. Et je trouve cela particulièrement intéressant pour notre propos et pour une approche précisément globale du phénomène. Donc, Carrefour javanais, d'où le choix de son titre, évidemment, et qui, par le menu, nous raconte notamment l'histoire des influences les plus diverses, des missionnaires bouddhistes notamment. Et puis, si l'on actualisait le propos, ce qui ne fut pas le cas, justement, de Denis Lombard, dont l'ouvrage a été, dans mon souvenir, écrit au début des années 80, évidemment, il serait question aujourd'hui des radicalités musulmanes de l'Asie du Sud-Est. Et donc, évidemment, on s'approche enfin du sujet des questions sécuritaires, bien sûr. Dans un espace, rappelons-le, qui, effectivement, d'un point de vue du temps long, peut être comparé à celui de l'Asie centrale, parce qu'on a un espace à la fois matiné d'hindouisme, de bouddhisme et d'islam soufi, confrérique, qui s'est radicalisé, configuration qui, de près ou de loin, nous renvoie précisément à certaines régions de l'Asie centrale. Je pense à l'AFPAC, acronyme affreux qui désigne l'Afghanistan et le Pakistan dans le jargon des analystes américains, et en tout cas qui nous renvoie, encore une fois, à un problème sécuritaire majeur qui, pour revenir et au sujet et à la région, concerne directement, évidemment, l'enjeu que représente Malacca. Alors, le détroit de Malacca, c'est ce qu'on apprend à l'école, évidemment. C'est important dans le sens où Malacca est à l'Asie ce que Suez est à l'Afrique. C'est évidemment une voie de passage incontournable, ou presque. En tout cas, on le sait, à peu près 80% des hydrocarbures en provenance tantôt de l'Afrique subsaharienne, tantôt du Moyen-Orient, pour l'essentiel Arabie Saoudite et Iran, et à destination respectivement de la Corée, du Japon, de la Chine, transitent par Malacca. Donc c'est, je dirais, l'aorte de l'Asie, tout au moins de l'Asie orientale. Donc évidemment, c'est une région convoitée. Et c'est une région géographiquement et géostratégiquement qui se trouve à l'intersection entre précisément l'océan Indien et l'océan Pacifique. Alors quand je dis convoitée, évidemment par toutes sortes d'obédiences islamistes, avatar d'Al-Qaïda, avatar de Daesh, voire, chose plus insoupçonnée
et inattendu a priori, convoité par des États musulmans tels que l'Iran aussi, qui entretient une relation privilégiée avec la Malaisie. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que dans les configurations géopolitiques et religieuses, je ne dis pas que les Malais se convertiront majoritairement au chiisme, mais en tout cas, il y a une présence affirmée et il n'est que de voir justement le nombre d'avions qui relient la Malaisie à Téhéran pour voir que, en tout cas pour l'Iran, c'est une région qui compte. Bon. Alors, indépendamment même de ces factions islamistes notamment, la région est évidemment convoitée par des acteurs régionaux. Et là, j'introduis le sujet qui sera développé par mes collègues dans un instant, à commencer évidemment par l'Inde. L'Inde qui, rappelons-le, en fait, a été la grande comment dirais-je, marginale de l'histoire des puissances maritimes. Pour une raison simple, et d'ailleurs c'est tout à fait intéressant quand on s'intéresse un peu à l'historiographie indienne actuelle, il y a une obsession indienne que de ne pas réitérer les erreurs de la dynastie moghole. Je rappelle que la dynastie moghole a perduré jusqu'à l'arrivée des Britanniques, donc grosso modo le début du XIXe siècle, et la dynastie moghole n'avait aucune force navale précisément. Donc, ce qui est intéressant d'un point de vue du symbole, c'est de voir que toute la pensée théorique en relations internationales et dans les think tanks indiens se saisit souvent du contre-modèle moghol ou de ce qu'il ne faut pas faire précisément pour ne pas réitérer les erreurs du passé. Donc c'est particulièrement intéressant, je pense, à rappeler. En tout cas, cet intérêt pour l'espace maritime indien venant de New Delhi est quand même une chose assez récente. C'est-à-dire que cela remonte grosso modo aux années 91 et au-delà. Donc à la suite évidemment d'un événement majeur dans l'histoire du monde, c'est l'effondrement de l'Union soviétique et par là même pour l'Inde, la perte d'un allié objectif important, bien sûr. Et les années 90, le Premier ministre d'alors, le dénommé Rao, est axé par une volonté pour la politique étrangère indienne de redécouvrir un espace utile et maritime situé à l'est même de l'Inde, ce que l'on a appelé la Look East Policy, qui a été développée donc d'abord par Rao et qui dans les faits se poursuit jusqu'à Narendra Modi aujourd'hui. Bon. Donc redécouvert dans un premier temps de tout l'espace indianisé sur le plan culturel, comprenait donc le monde indo-malais dont parlait notamment Denis Lombard dans le carrefour javanais, et puis volonté également d'une manière beaucoup plus prosaïque de bâtir toute une architecture sécuritaire qui irait grosso modo des Maldives jusqu'aux îles Andaman, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, bref, couvrir l'intégralité ou presque de l'océan éponyme indien, avec, rappelons-le, en son centre, ou quasi, Diego Garcia, qui est tenu par les Américains. Donc, évidemment, l'Inde, de ce point de vue-là, redécouvre tout un espace qu'elle convoite, je dirais, culturellement parlant. Et ceci s'ajoute à une architecture beaucoup plus complexe, qui comprend également des partenaires beaucoup plus lointains, dont la France. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, la France d'Emmanuel Macron semble souscrire pleinement au projet dit Indo-Pacifique, s'opposant, et je le dis par anticipation, au projet des nouvelles routes de la soie initié par la Chine et son président Xi Jinping. Et outre la France, il existe évidemment des puissances plus conséquentes, y compris d'un point de vue régional.
qui ont fait l'objet, donc, pour l'Inde, de la création d'une architecture beaucoup plus vaste d'un point de vue sécuritaire. C'est le Quadrilateral Security Dialogue, donc le QSD en français, qui comprend bien sûr l'Inde, mais aussi le Japon, les États-Unis et l'Australie. Donc, on comprend d'emblée, évidemment, la finalité. Il s'agit d'endiguer l'expansion supposée de la Chine sur le plan maritime. Donc, vous avez la Chine prise dans un étau par ce dispositif, qui est un dispositif qui a été créé à partir de 2007 et qui est constamment honoré par les pays concernés sous la forme d'opérations militaires, d'entraînement conjointes, et qui sont particulièrement impressionnantes. Alors, c'est dans ce contexte, et en amont, par rapport aussi à la création de l'APEC en 1989, qu'a été redécouvert, je dirais, cet ensemble très vaste, maritime, indo-pacifique. Et cet intérêt notamment de l'Inde et des alliés de l'Inde que je viens de mentionner pour cet espace maritime comprenant à la fois l'océan Indien et l'océan Pacifique a été précédé par la création non moins significative de 2 appellations successivement qui sont intéressantes à rappeler. Tout d'abord les Liberty Roads, donc les routes de la liberté. Et je vais y revenir dans un instant, parce que évidemment le choix même de cette appellation n'est pas anodin. Et enfin, le projet Indo-Pacifique. Alors, les Liberty Roads, rappelons-le, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, rappelaient ce rail qui avait été aménagé par les Alliés contre l'Allemagne du Troisième Reich pour ravitailler la Grande-Bretagne et in fine l'Europe libérée depuis les États-Unis. Donc le choix même de ce terme est un choix assez provocateur, évidemment, et désigne à peine implicitement, évidemment, l'autre chinois. Quant à l'appellation Indo-Pacifique, eh bien, c'est une appellation, évidemment, qui se traduit, en fait, vraisemblablement par le choix d'une alliance de revers contre le projet concurrent qui, lui, a été officiellement lancé par les autorités chinoises et leur président Xi Jinping, un an après son arrivée fracassante au pouvoir, c'est-à-dire donc en 2013, à la suite du discours d'Astana, tout d'abord au Kazakhstan. C'est le projet Ida-Ilu, donc en chinois, qui est plutôt bien traduit d'ailleurs en américain, One Belt, One Road, les nouvelles routes de la soie que les Français sont les seuls, à ma connaissance, à appeler ainsi. Bon. Alors que le projet Ida-Ilu, One Belt, One Road, si l'on s'y arrête quelques secondes, est un choix d'un point de vue de l'appellation qui fait sens. Pourquoi ? Parce que, en réalité, très explicitement, on dévoile la teneur d'un projet. On construit des routes pour accéder à des gisements. D'ailleurs, en américain, on a tendance à l'oublier. The belt, c'est pas seulement la ceinture qui retient notre pantalon, c'est aussi un gisement que l'on ceinture. Donc, gisement de toutes sortes. Ça peut être un gisement minier, pétrolier, intellectuel, donc une université. Vous avez là un gisement, on va taper dedans. Et on va aménager des routes, sachant qu'a priori, donc, ces routes vont dans le sens monde-Chine. Bon. Et finalement, alors c'est une chose, je m'éloigne peut-être un peu du sujet, mais que j'avais développé dans un ouvrage récent, Chine, une nouvelle puissance culturelle, point d'interrogation. Dans les premières pages de cet ouvrage, justement, je rappelais, à travers les remarques de l'historien Mark Lewis, grand sinologue et historien de l'Antiquité chinoise, qu'il y avait là peut-être quelque chose à méditer autour, justement, de ce que fut la Chine et sa première dynastie impériale, celle de Qin Shi Huangdi, qui a conquis donc sa périphérie, et notamment le pays de Shu, donc le Sichuan, plus au sud, par l'aménagement d'abord de routes.
Donc, il y a peut-être là, justement, sur la longue durée, pour parler comme Fernand Braudel, une constante, un continuum que je soumets de toute façon à votre libre appréciation. Une chose est certaine, c'est que ces hôtes de la soie, dans leur version chinoise, ne sont pas que terrestres, bien sûr. Elles sont aussi, bien sûr, maritimes. Et pour le peu que l'on en sache quelque chose, parce que la littérature sur le sujet côté chinois est assez opaque, hein, et son accès d'autant plus, on a une vision justement très mahanienne, et je reviendrai sur ce néologisme affreux, en référence à Mahan, qui fut donc un théoricien américain des relations internationales, prônant le développement d'un dispositif naval conséquent pour être en situation d'hégémonie. Et donc c'est le dénommé Liu Huaxing qui fut l'amiral du temps de Deng Xiaoping amené à reconstituer justement l'armada aéronavale chinoise qui, semble-t-il, s'en est pleinement inspiré. Alors concrètement, qu'est-ce que ce dispositif chinois des nouvelles routes de la soie maritime? C'est, lorsqu'on regarde la carte, un dispositif qui fait penser à l'aménagement jadis par les Britanniques d'une logique de comptoir. Bon. Donc vous avez ici et là des comptoirs qui manifestement, mon Dieu, 5 minutes, qui manifestement visent a priori à sécuriser les approvisionnements énergétiques à destination de la Chine. Bon. Et donc, vous avez quelques grands ports que l'on commence à identifier et dont on commence à parler abondamment dans la presse occidentale et française en particulier. C'est le port au Myanmar de Sittwe, c'est le port de Gwadar, le fameux, sur lequel on reviendra peut-être, qui se trouve quant à lui sur le littoral du Baloutchistan au Pakistan, pays privilégié par la Chine depuis longtemps, mais dont la relation avec Pékin s'est renforcée à la suite d'un voyage effectué par Xi Jinping à Islamabad en avril 2015, à l'issue duquel 42 milliards de dollars d'investissement ont été débloqués par la Chine, voulant par là même aménager, je cite, un corridor stratégique sino-pakistanais et visant par là même manifestement à ravitailler le sud-ouest de la Chine et sa province musulmane du Xinjiang par ce réseau de pipelines, la reliant via le Pakistan au golfe d'Oman et par là même au golfe Persique. Bon. Et puis le troisième port, les deux que je viens de mentionner préalablement n'étant que des ports à vocation civile, le troisième port qui, lui, a une vocation militaire et qui a été inauguré récemment, c'est le port militaire chinois de Djibouti. Djibouti étant, comme vous le savez, un lieu, je dirais, improbable, où vous avez 4 armées du monde qui se font face, qui coexistent, française, bien sûr, la plus ancienne, parmi les armées étrangères, américaines, japonaises et chinoises. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, évidemment, la nécessité pour la Chine de se doter d'une force de projection pour intervenir sur des théâtres de sécurité, des théâtres d'affrontements extérieurs, ou des théâtres où ses propres ressortissants pourraient être menacés. Alors on l'a vu en 2011, au moment des printemps arabes, lorsque des navires militaires chinois ont exfiltré des milliers de ressortissants chinois qui vivaient jusqu'alors en Libye, également plus récemment au Yémen. Bref, capacité justement d'intervenir à l'étranger, loin du périmètre, je dirais, utile à la Chine. Et d'ailleurs, j'ai mis mon petit réveil, vous voyez, je suis discipliné, j'ai presque, Monsieur le Président, terminé, 2 minutes. Le lieu, évidemment, de confrontation, a priori, majeure entre la Chine et ses potentiels rivaux, et j'en viens enfin les États-Unis et leurs propres alliés respectifs, dont l'Inde et le Japon, c'est évidemment l'Asie du Sud-Est et le détroit de Malacca. Et toute cette logique
de contournement aménagé par les autorités chinoises est une réponse au dilemme de Malacca, évidemment. Donc action, réaction, et nécessité donc de trouver des voies de passage idoines et tiers pour contourner précisément cette difficulté, sachant que la Chine n'est pas en reste dans ses velléités de répondre à ce qui est vécu légitimement du côté de Pékin comme une menace stratégique par les Américains, savoir donc la velléité, peut-être à la manière de ce qu'ont fait les Russes, cette fois-ci en Europe, de mettre en pratique ce que l'on appelle le déni d'accès, dont l'un de mes doctorants connaît bien les principes, et notamment vis-à-vis de Taïwan, qui, dans le prolongement, je dirais, géostratégique de Malacca, se trouve à l'avant-poste précisément de cette confrontation possible entre la Chine et les États-Unis. En tout cas, cette confrontation qui est liée aussi au fait que Hillary Clinton, il y a quelques années, alors secrétaire d'État aux affaires étrangères, avait désigné cette zone de l'Asie du Sud-Est comme étant, je cite, l'axe pivot stratégique des intérêts américains, explique qu'on est dans une logique confrontationnelle, précisément, entre les États-Unis et la Chine, ce qui nous permet, par ailleurs, d'une manière assez confortable, il faut bien le dire, et de loin, de redécouvrir toute la théorie en matière de relations internationales qui avait été défrichée en amont par de grands auteurs, de grands prédécesseurs que furent précisément Mahan et Mackinder. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, comme je l'ai indiqué au début, donc, je propose deux questions pour demander tel ou tel approfondissement et ensuite on te permettra de partir, Emmanuel. Oui, monsieur. Oui, vous avez exposé le rôle des acteurs médias autour de la scène où se jouent les enjeux de la mer de Chine méridionale, assez lointain, donc allant vers l'est à l'Inde, jusqu'à Djibouti, Myanmar, au nord la Corée, le Japon. Mais il y a aussi, c'est ma question implicite, le Grand Sud-Est, où là il y a comme acteurs l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France, par la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut craindre, a priori, parce que c'est mon ressenti, si je peux dire que si la France devait être chassée par un processus quelconque de la Nouvelle-Calédonie, ce vide ainsi créé, la nature ayant horreur du vide, la Chine s'y engouffre. Il y a là, à mon sens, un enjeu que M. Macron devrait, a priori, être conscient. Je pense a priori qu'il l'est, conscient. Et bon, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est une région parmi d'autres que possède la France, hein, la France ayant l'un des territoires maritimes les plus importants du globe. Le prolongement, je dirais, naturel, c'est la Polynésie française, bien sûr, où là aussi, on le sait quand on lit notamment la presse locale de Tahiti, il y a des craintes justement d'immixtion chinoise dans la région, soit pour l'exploitation des ressources halieutiques, soit parce que effectivement il y a là aussi une volonté pour la Chine de s'affirmer de mille manières. L'autre exemple qui me vient immédiatement et qui illustre aussi cela, quant à l'avancée stratégique de la Chine dans cette immense région, c'est le grand basculement diplomatique des îles Salomon, qui jusqu'alors ne reconnaissaient que Taïwan en tant que Chine légale et qui ont changé précisément de camp en reconnaissant cette fois-ci la République populaire de Chine. Donc effectivement, vu de loin, on a le sentiment effectivement d'une sorte d'emprise générale, tous azimuts de la Chine. Mais je pense que la France, alors en a-t-elle les moyens? C'est un tout autre débat, mais je pense que la France en est parfaitement consciente, d'où justement ce rapprochement stratégique avec l'Inde notamment. C'est pas le fait du hasard. Et avec l'Australie par la vente des sous-marins, comme on le sait. Oui. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, dommage que tu t'en ailles. La question de la France, je pense, sera abordée par les deux intervenants suivants qui travailleront sur les différentes dimensions.
Je donne tout de suite, vous invite tout de suite à aller vous installer pour pouvoir parler, mais d'abord on va installer le... Alors je suis en train de chercher, je le vois. Voilà, sécurité indo-pacifique, précisément, je vais revenir sur l'acteur France. Il faut le brancher surtout. Pardon, oui. Voilà. Pour des raisons de confort, je vais quand même rester là, parce que j'ai l'impression que ça va être difficile d'être debout au présentoir et de pouvoir être enregistré et puis jouer avec les quelques transparents que je propose à votre lecture pour soutenir donc cette présentation, où effectivement je vais insister sur la maritimité de ce concept d'Indo-Pacifique et évidemment revenir sur l'acteur France. Je me sens un peu missionnée en tant que représentante du ministère des Armées, et aussi parce que, effectivement, parmi les puissances qui ont réfléchi, élaboré, analysé et produit un certain nombre de papiers sur l'Indo-Pacifique, il y a la France, qui a très récemment publié une stratégie de l'Indo-Pacifique, et c'est bien sous cet angle politico-militaire, dirons-nous, que je vais placer ma présentation. Et alors, évidemment, vous découvrez quand même un petit peu les grands axes de celle-ci avec ce transparent à l'image. Notre collègue Emmanuel a placé sa présentation sous le patronage éminemment illustre de Denis Lombard, l'angle de l'Asie, et puis François Gipoulou. Mais moi, plus modestement, je rendrai hommage à nos grands marins et navigateurs français, et évidemment à La Pérouse et à Bougainville, qui ont été parmi donc les premiers marins, en tout cas français, à aller explorer les mers du Sud. La Pérouse ayant eu cette fin assez tragique, comme le capitaine Cook. Et vous voyez donc une photo du président serrant la main du Premier ministre Modi. Et c'est vrai que dans cette élaboration du concept d'Indo-Pacifique, vous avez le renforcement d'un certain nombre de partenariats, le renforcement d'un certain nombre de coopérations, et c'est vrai qu'on assiste à un resserrement des interactions stratégiques entre ce que j'aurais tendance à définir les grandes puissances maritimes de l'Indo-Pacifique. Certes, l'Inde, qui s'est effectivement découvert une vocation maritime sur le tard, entre l'Australie, entre le Japon et effectivement la France. Et je n'aurais garde évidemment de mentionner les États-Unis, auxquels notre collègue Emmanuel Linco a fait abondamment référence. Donc, c'est vrai que vous avez différentes visions de l'Indo-Pacifique avec ces puissances maritimes. Et vous voyez, pour bien appuyer graphiquement mon propos, j'ai mis Indo-Pacifique en bleu. Ça veut dire vraiment un petit message subliminal. Bien sûr, il y a des enjeux politico-militaires qui, à mon sens, sont très marqués par ce souci de préserver la liberté de navigation. En tout cas, c'est le concept qui affleure de l'ensemble des visions stratégiques et des documents, livres blancs, notamment, qui ont été publiés par ces 4 puissances que je viens de mentionner. Et j'espère, si nous avons le temps, je reviendrai quand même pour développer la spécificité de la présence française, qui, au fond, avec ce discours sur l'Indo-Pacifique, insiste sur la notion de puissance riveraine, rappelle qu'elle est une puissance asiatique, je le mets entre guillemets, et c'est une légitimité qui lui a été longtemps contestée, et jusqu'à très récemment, par ses nouveaux amis australiens et indiens en particulier. Donc il est quand même intéressant de revenir sur
la nature de ce regroupement stratégique qui fait de certains ennemis, en tout cas d'hier, des partenaires très proches. Et évidemment, il y a un angle de la Chine que le précédent orateur a effectivement développé dans ce souci d'un regroupement et d'un ensemble de visions, je le répète, à dominante maritime, qui insiste sur tout ce bleu, tous ces flux maritimes qu'il s'agit de protéger, parce qu'il y a comme la perception d'une menace implicite dans cette expansion maritime chinoise qui est visible, qui est perspective en mer de Chine du Sud. Qui semble irréversible. Je pense qu'on en a abondamment parlé ce matin. Et également par le biais de ce projet de Belt and Road Initiative qui comporte un segment maritime extrêmement important dont il faut souligner que s'il part effectivement de la Chine, longe l'Asie du Sud. Bien sûr, il a un prolongement en Asie du Sud-Est et je pense qu'il faut introduire avec beaucoup de force la centralité stratégique de l'Asie du Sud-Est dans cette construction de l'Indo-Pacifique, puisque même s'il y a débat actuellement au sein des 10 pays de l'ASEAN, certains ont endossé ou en tout cas reconnu un certain intérêt à ce concept d'Indo-Pacifique. Il y a effectivement Djibouti, mais il y a aussi les côtes africaines et on aurait tort d'oublier effectivement la partie est de l'océan Indien avec de grands acteurs maritimes comme le Kenya, comme la Tanzanie qui font effectivement partie de ce trajet et où l'Inde où le Japon ont d'immenses intérêts stratégiques. Alors cette maritimité de l'Indo-Pacifique, à mon sens, réintroduit l'intérêt pour la mer, l'intérêt pour effectivement cette nouvelle étape apparemment de la mondialisation, qui a fait redécouvrir à un certain nombre d'acteurs l'intérêt du transport maritime, le fait que effectivement une grande partie des flux qui sont au cœur de la mondialisation sont portés par les océans et qu'effectivement non seulement le transport marchand mais les flottes de guerre pour protéger les grandes voies de communication maritime, pour protéger ces transports marchands sont absolument nécessaires. Et c'est en cela que, effectivement, ce concept d'Indo-Pacifique, c'est la prise de conscience de l'importance de la mer, de l'élément marin dans les relations internationales. Et il me semble que c'est matérialisé par ce sursaut de la communauté internationale au moment du développement de la menace pirate en océan Indien, au large de la Corne de l'Afrique, et par effectivement de nombreux exemples de pays mettant un accent particulier sur leurs ressources budgétaires pour développer leurs outils navals et maritimes. Parce qu'en dehors des flottes de guerre, il y a aussi ce phénomène de montée en puissance dans beaucoup de pays, des flottes de garde-côtes, des garde-côtes qui ont pour mission de policer, de défendre les zones économiques exclusives de tout un ensemble de pays qui sont attachés effectivement à la protection des ressources que recèlent ces zones économiques exclusives. Et je pense qu'on a parlé des ressources halieutiques et énergétiques ce matin. Et effectivement, moi je vois deux interrogations derrière ce concept d'Indo-Pacifique. Et la France les synthétise à mon sens assez bien. Est-ce que cette projection de ces puissances que je viens de mentionner et la France dans l'Indo-Pacifique, est-ce que c'est un souci, c'est un désir de se positionner comme une puissance asiatique, c'est-à-dire de s'accrocher à un environnement économique important et décisif pour les années à venir, et en tout cas un pôle de puissance et un carrefour, comme l'a expliqué Emmanuel Linco, ou est-ce que c'est une projection dans une zone où finalement les outils de projection de puissance sont maritimes et ces puissances indo-pacifiques, elles ont des marines
présentes dans la zone qui disposent de moyens, effectivement, de projection de puissance assez significatifs. Et donc, elles ont les moyens, effectivement, de se coordonner, de coopérer dans un sens inclusif de cette notion indo-pacifique, c'est-à-dire pour protéger effectivement les biens communs, pour protéger l'accès aux détroits et contre la piraterie, un certain nombre de menaces, car effectivement, il y a la perception globale d'une montée de l'insécurité maritime dans la zone, ou dans un sens, on dirait, un petit peu plus restrictif, qui est une stratégie qui viserait à faire contrepoids à la montée en puissance de la marine chinoise. Et donc, effectivement, il y a un aspect à la fois politique, c'est-à-dire est-ce qu'on va assister à un surcroît d'intérêt, et je pense que c'est le cas actuellement pour l'Asie du Sud-Est, qui est quand même un pôle multilatéral où se multiplient les forums, où se multiplient les enseignes de dialogue à vocation maritime et où l'on voit tout un ensemble de puissances qui cherchent à obtenir un statut de partenaire de dialogue, un statut de membre associé. Est-ce que, au fond, il faut penser les choses uniquement en termes capacitaires? Et effectivement, ces puissances navales ont un certain nombre d'accords dans la zone à considérer. On a déjà mentionné ce regroupement international assez intéressant à Djibouti, ce rôle de rente stratégique que Djibouti a parfaitement compris et que le pays exploite avec beaucoup d'habileté. Donc vous voyez qu'il se pose un certain nombre de questions selon le positionnement que choisissent ces puissances qui sont riveraines de l'Asie, qui veulent avoir un rôle au sein de l'ASEAN, mais n'oublient pas un certain nombre d'autres forums, puisqu'il faut évidemment élargir notre regard et le prolonger vers le Pacifique, qui paraît peut-être un peu à la marge de ces préoccupations indo-pacifiques qui paraissent se concentrer effectivement sur le théâtre océan Indien. Alors pour arriver plus en détail, oui, alors effectivement une carte, vous en avez beaucoup vu ce matin, je crois, m'ont dit mes collègues, mais je pense qu'il n'était pas inutile eh bien, de vous en proposer une où l'on voit très bien cette bascule possible et cette connectivité entre deux océans, avec effectivement le détroit de Malacca, dont l'importance a été mentionnée par Emmanuel Linco, sans oublier effectivement quand même, puisqu'il faut avoir une vision très très large de l'Indo-Pacifique, l'arrivée qui est quand même le canal de Suez et ce long périple le long des côtes indiennes. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est effectivement la centralité des pays d'Asie du Sud-Est dans cette construction indo-pacifique, indéniablement. Une forme de marginalisation. Et si j'avais pu trouver une carte un peu plus à une échelle plus large, vous auriez remarqué un grand espace bleu à l'est de l'océan Pacifique qui paraît être un espace très, très vide, effectivement. Et c'est tout un problème. Et puis, à l'œil nu, vous remarquerez aussi l'importance des îles dans cette construction indo-pacifique. Et bien sûr, les regards se portent très naturellement vers l'Asie du Sud-Est, mais n'oubliez pas le Japon par définition, mais n'oubliez pas aussi ce chapelet d'îles qui se trouve dans le sud de l'océan Indien et qui préoccupe énormément New Delhi, qui déploie dans son voisinage proche une stratégie de coopération et de renforcement de ses capacités maritimes pour justement étendre son périmètre de sécurité au plus large et allant jusqu'à donc la pointe extrême au-delà du Sri Lanka, englobant les Maldives et descendant plus au sud pour englober les Seychelles jusqu'à l'île Maurice et aux Comores.
Alors la France, j'ai voulu apporter un regard un peu particulier sur les préoccupations de la France, qu'elle a concrétisé assez tardivement avec des documents en 2018 et surtout en 2019 en publiant sa stratégie de défense pour l'Indo-Pacifique. Elle s'est sentie longtemps, comme M. Jourdain sans doute faisant de la prose, puissance de l'Indo-Pacifique sans vraiment le reconnaître, ou en tout cas le faire publiquement admettre. Mais plus récemment, un certain nombre de travaux de réflexion des cercles politiques ont progressivement insisté sur cette identité indo-pacifique. Je fais allusion au rapport du Sénat que certains d'entre vous ont pu feuilleter, qui a été publié en 2016 et qui portait sur la relation entre la France et l'Australie, évoquant la place de la France dans cet ensemble pacifique et appelait donc à la définition, je cite, d'une politique indo-pacifique française en lien avec l'Australie. Et dans la foulée de cette réflexion donc sénatoriale, vous avez eu la publication de la revue stratégique de défense, donc en 2007, qui insistait donc sur l'Asie, sur l'émergence de nouvelles puissances en Asie, et qui mettait l'accent sur la recherche, la nécessité pour la France de rechercher un certain nombre de partenariats et de coopération en Asie-Pacifique. C'est néanmoins dans les discours du ministère donc, de la Défense et donc de M. Jean-Yves Le Drian, à partir des années, là également 2016, et au sein d'un forum annuel sur la sécurité qui se passe annuellement à Singapour, le Shangri-La Dialogue, que cette appartenance de l'Indo-Pacifique de la France va être martelée, rappelée, et où les contours d'une identité indo-pacifique vont s'affirmer de plus en plus jusqu'à finalement ce voyage, cette présentation de la ministre des Armées, Madame Parly, en 2019, de cette stratégie indo-pacifique. Et ceci, en fait, pour la France, c'était en fait réagir en écho à tout un ensemble de déclarations qui avaient déjà porté et publicisé ce discours indo-pacifique de la part du Japon, de l'Australie, de l'Inde et des États-Unis. Puisque dès 2017, Donald Trump, qui inaugure sa présidence avec un long périple de 13 jours en Asie, parle d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Et déjà en 2006, le Premier ministre Abe, Premier ministre japonais Abe, parle également d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, mais il lui faudra attendre de revenir au pouvoir en 2012 pour élaborer plus précisément cette vision. Dès 2014, vous avez l'ASEAN et au sein de l'ASEAN, l'Indonésie et plus récemment Singapour qui vont adopter ce concept d'Indo-Pacifique. Et on a le sentiment que finalement se dessine tout un ensemble de perceptions qui essayent de construire un espace stratégique qui insiste sur la connectivité maritime entre deux océans dont la communication doit être préservée parce que, évidemment, on a l'impression que la Chine se retrouve progressivement sur le banc des accusés car, en fait, elle n'a pas vraiment formulé, elle, à cette époque, ni d'ailleurs maintenant de discours sur l'Indo-Pacifique, et pour cause, elle se sent visée, elle se sent évidemment tenue à l'écart, elle se sent en position d'accusé. Alors, pour revenir plus précisément, Monsieur le Président, j'ai encore une dizaine de minutes quand même. Oui, presque. Alors, pour revenir plus dans le détail, en peut-être parcourant très vite ce tableau, je l'ai dit, l'expression indo-pacifique, elle a été quand même beaucoup popularisée par le Japon et par l'action et les discours du Premier ministre Abe, même si déjà dans les années 60, il y avait la volonté du Japon, après une période effectivement d'ostracisme ou de mise à l'écart que l'on comprend très bien, une volonté du Japon de revenir en Asie et de revenir en Asie du Sud-Est et de réinvestir cette zone. Bien que finalement l'Asie-Pacifique a été
préféré et incarné pendant longtemps à travers l'APEC. Et la coopération économique qui se met en place en Asie, en Asie et dans le Pacifique à l'instigation des États-Unis, et qui servait donc à contrer des projets qui étaient peut-être à dominante exclusivement asiatique, pilotés par Mahathir, c'est-à-dire la Malaisie, et un discours très introverti sur les valeurs asiatiques. Et donc, l'expression Indo-Pacifique, elle va se concrétiser à la croisée de la perception d'un certain nombre de menaces, toutes à dominante, je dirais, maritime, c'est-à-dire que on a parlé de Malacca et de la menace que fait peser la piraterie maritime en Asie du Sud-Est et la nécessité d'apporter une réponse pour sécuriser le détroit de Malacca. À cela va s'ajouter le 11 septembre avec la crainte d'un terrorisme maritime, donc qui viendrait par la mer, et c'est une menace que va prendre Singapour, par exemple, très très au sérieux, que vont prendre un certain nombre de pays qui vont renforcer leurs infrastructures et la sécurité de leurs infrastructures portuaires. On peut également citer le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est et la nécessité régionale de s'organiser à grande échelle et d'avoir et de disposer de moyens maritimes. Et enfin, je terminerai en insistant sur 2008 et la montée de la piraterie somalienne et la menace qu'elle fait peser sur l'ensemble de l'océan Indien, mais aussi cet ensemble d'initiatives portées par la communauté internationale qui va voir la mise en œuvre de 3 opérations navales d'envergure, une opération portée par l'OTAN, par l'Union européenne et une conduite par les États-Unis, mais aussi les independent deployers, c'est-à-dire la Russie, la Chine et l'Inde, qui vont aussi mettre à disposition, en tout cas se coordonner avec l'ensemble des moyens maritimes sur zone. Alors, je vois qu'il ne me reste plus que 5 minutes. C'est extrêmement dommage puisque je n'ai pas pu aller au bout de ma démonstration. Mais il est évident que la concrétisation de cet intérêt, cette revalorisation stratégique pour l'océan Indien à la faveur de la lutte contre la piraterie somalienne et le rassemblement de tous ces moyens maritimes dans la zone, effectivement, vont se concrétiser par une demande de facilité logistique vis-à-vis de Djibouti. Et là, on a une plateforme stratégique privilégiée. Et où la Chine mesure elle aussi tout l'intérêt de disposer de cette plateforme logistique, puisqu'elle s'est rendue compte que rester 10 ans sur zone était extrêmement difficile pour sa marine. Et ce pivot chinois initié par Djibouti dans l'océan Indien et qui avait déjà été perceptible avec le lancement de la Belt and Road Initiative et notamment de son parcours, de sa dimension maritime dont vous voyez le tracé en bleu sur la carte, va aider à concrétiser auprès de ces puissances maritimes que je viens de mentionner, le Japon, l'Inde, les États-Unis, la France et l'Australie, ce cadre conceptuel indo-pacifique où l'on sent bien une crainte devant cette expansion maritime chinoise et peut-être une menace implicite d'une dominance qui viendrait à contrôler les principales voies maritimes. Et bien sûr, la mer de Chine du Sud a effectivement une résonance très, très, très particulière, mais aussi une certaine forme d'agressivité de la Chine dans la revendication de ses frontières maritimes. Et le Japon est lui-même particulièrement exposé puisque vous avez ce différend sur les îlots Senkaku en mer de Chine de l'Est. Donc on a le sentiment d'une expansion maritime dont il est difficile de prendre la mesure et en tout cas qui paraît inéluctable et qui effectivement renforce cette dimension maritime et cette coopération envers ces puissances que je viens de mentionner, même si j'insiste, il s'agit de partenariat et de coopération. Je pense que quand notre collègue Emmanuel Linco a mentionné le Quad, il allait peut-être au-delà de ce qu'est
en réalité le Quad, qui n'est pas une alliance militaire, qui ne le sera jamais. L'Inde est très très réticente à donner une quelconque couleur trop politico-opérationnelle au Quad, ne voulant pas s'inscrire de façon très frontale contre la Chine. L'Australie elle-même a montré des signes d'hésitation, a pu se montrer très, très sinophile à un moment et revenir à une appréciation peut-être plus pragmatique de la réalité. Donc je conclus cette fois pour laisser la parole à l'orateur suivant et évidemment je serai très heureuse de répondre à vos questions et de rentrer un petit peu plus en détail sur la France et l'Indo-Pacifique. Merci beaucoup. On voit bien, dans la continuité, d'une certaine manière, de ce qui a été dit dans d'autres tables rondes, cette articulation entre le besoin de faire ensemble et complètement mélangé, en quelque sorte, mixé avec les tensions. Donc on a une zone qui est à la fois une zone de tension et en même temps une zone où il y a des interdépendances, y compris dans la façon de se penser. Je trouve que là, on va avoir, à travers ce qu'a dit Madame Marianne Pérondoise et sans doute ce que va dire Rémi Perelman, qui a intitulé son intervention « L'Indo-Pacifique, un théâtre pour 3 stratégies », on voit bien qu'il y a les dimensions militaires, mais qu'elles sont aussi à combiner avec des recherches, en tous les cas, l'obligation, en tous les cas, de tenir compte des autres, que ce soit dans des tensions ou dans des partenariats. Voilà. Rémi Perelman. Venir en dernier est toujours à la fois une facilité parce que beaucoup de choses ont été dites et ça me permettra d'aller plus vite. Et en même temps, on a l'impression qu'il me faut un peu, sinon résumer, ça serait prétentieux, mais en tout cas essayer d'aller un petit peu différemment. C'est ce que je vais essayer de faire en ignorant parmi les acteurs, puisque je me suis dit quelle présence dans la région des différents acteurs, c'est la question à laquelle je tente de répondre. Que la France est un des acteurs. Marianne Pérondoise vient d'en parler fort savamment, ce qui me permet de limiter mon propos à 5 autres... alors, attendez, ça marche. Oui. Les cinq acteurs principaux de l'Indo-Pacifique en dehors de la France, États-Unis. Alors, j'ai essayé de... Vous pourrez vous partir après avoir lu ceci, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Les États-Unis, j'ai essayé de caractériser la position de chacun de ces 5 acteurs, les uns par rapport aux autres. Les États-Unis sont sur la défensive et ils essayent depuis 1 an et demi, 2 ans, d'adapter une armée qui est très lourde et d'en faire une force agile, ce qui est une gageure. La Chine, elle pousse tranquillement. Elle a le long terme pour elle et son objectif, descendre vers l'océan Indien par les couloirs birmans et pakistanais, sont en train de se réaliser tranquillement. Moins vite probablement qu'elle ne l'espérait, mais on peut imaginer que ça se fera pour des tas de raisons. L'Inde, l'Indonésie et l'Australie, que j'ai mis dans le même panier, ce sont les non-alignés. Les 2 premiers, c'est normal. Ils font partie historiquement du mouvement des non-alignés de Bandung. Mais l'Australie vient de s'y rallier depuis 1 an ou 2, je dirais grâce ou à cause d'eux, les incertitudes de la politique américaine de Donald Trump. Et donc, on verra comment l'Inde, avec complexité et lenteur, c'est un grand pays, mais un pays compliqué, avec une administration tatillonne, va essayer d'avancer en ménageant les 2 puissants que je viens de signaler, comment l'Indonésie, indécision et bureaucratie, dis-je, est en train de vaincre ou essaye de vaincre ses freins au développement et ces freins au développement ont été pour moi, je dirais personnellement, mais ça serait prétentieux de le dire, mais en tout cas pour certainement tous ceux qui s'intéressent à ce pays, une grande déception de voir que, j'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire, que le grand projet maritime de l'Indonésie, lorsque Jokowi est rentré en tant que président sur la scène internationale en 2014, n'a pas donné de suite et qu'il n'en a pas parlé lorsqu'il a été renouvelé il y a quelques mois. Ça, c'est une grande incertitude, parce que, enfin, à la fois déception, parce qu'il n'a pas poussé aussi loin ce qui aurait pu être intéressant,
mais incertitude parce qu'on peut imaginer que l'idée étant excellente, elle sera reprise après lui. Et puis l'Australie, alors, eh bien, elle est en pleine perplexité, elle réfléchit beaucoup, tous ces intellectuels pondent des papiers pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire sans les États-Unis ou malgré l'incertitude que présente aujourd'hui la politique étrangère des États-Unis. Voilà. Alors, les États-Unis, on en parle. Voilà le premier interlocuteur, vous le reconnaissez tous. Je vous laisse le temps de lire. Bon, je n'ai pas voulu faire une bande dessinée sur l'Indo-Pacifique, mais ça commence. Il y en aura d'autres après, quelques autres, pas autant que j'aurais voulu. Alors, les États-Unis, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le rapport sur la stratégie Indo-Pacifique des États-Unis du 1er juin 2019, eh bien, il parle de sujets de préoccupation. Ce ne sera pas étonnant de voir que est mise au pilori la République de Chine, qui est une puissance révisionniste, que la Russie est un acteur néfaste revitalisé, tout de même, c'est le côté équilibré de la phrase, que la République populaire démocratique de Corée est l'État voyou auquel on pouvait s'attendre que malgré toutes les mamours qu'ont pu faire les deux leaders, les choses restent en l'état pour l'instant. Et puis, pour mémoire, la prévalence de tout ce qu'on appelle les défis transnationaux, les sécurités, les trafics, le terrorisme islamique, la pêche illégale. Et ce qui est intéressant, ils ont rajouté à la piraterie et aux agents pathogènes, qui sont dangereux, paraît-il, la faiblesse des gouvernances de deux pays nommément désignés dans le rapport, Cambodge et Birmanie. Ils disent, là, il y a deux points faibles dans le dispositif sur lequel nous souhaitons nous appuyer. Alors, quelles sont les lignes d'effort? Je ne vais pas détailler ce très long rapport, enfin, il fait 67 pages, hein, beaucoup plus que Trump n'aurait pu le lire. C'est beaucoup plus que l'attention qu'il est capable de donner à ses collaborateurs. Eh bien, c'est qu'ils veulent d'abord renouveler des partenariats d'une manière moderne, et qui est assez logique et maintenant quasiment universelle, en travaillant sur l'interopérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vendre du matériel américain et apprendre aux autres à s'en servir. C'est ça, l'interopérabilité à l'américaine. Ce n'est pas tout à fait celle que les Européens imaginent. Que parmi les partenariats, bon, ici, je ne vais pas lire l'ensemble des partenariats auxquels ils songent. Il y en a un que j'ai été étonné de trouver, c'est la Mongolie. C'est étonnant, mais c'est la Mongolie. Peut-être une prise à revers, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et puis, bien sûr, la rengaine de partage du fardeau. Alors, quel est le changement conceptuel auquel les Américains voudraient parvenir rapidement? C'est ce qu'ils appellent le concept, je vais le dire avec un accent français parce que c'est plus facile à comprendre, agile, combat, emploiement. Alors, c'est le combat agile. Donc, ils disent, jusqu'à présent, on a dépensé beaucoup d'argent pour faire des plateformes extrêmement lourdes, des bases avec 23 000 hommes ici, 28 000 ailleurs, etc., des super avions. C'est plus tellement adapté. La sagesse vient à la longue. Et nous allons maintenant baser une partie de notre stratégie sur une souplesse stratégique qui elle-même sera fondée sur une nuée de petites unités mobiles, quasiment parachutables. Ils ont fait un premier exercice en Pologne l'an dernier, avec, sous forme de kit, les bases aériennes sont livrées sous forme de kit, seraient livrées sous forme de kit. Alors, c'est un petit peu le concept, vous connaissez les grappes de drones, qui sont interconnectées et qui agissent pour se rassembler ou se disperser. C'est à peu près ce principe-là, tel que je l'ai compris. Ce n'est pas sûr que ça puisse être opérationnel rapidement, mais en tout cas, c'est léger, mobile et super connecté. Donc, ça veut dire que sur le plan des implantations qu'on verra dans l'océan Pacifique, voilà, par exemple, ici, la masse, je ne vais pas vous les détailler, vous les comprenez d'emblée, la masse des positions américaines en océan Indien et océan Pacifique.
évidemment. Alors, je vous ai fait tout de même, je vous ai fabriqué tout de même une carte qui mette l'océan Indien et l'océan Pacifique au centre, ce qui est tout de même plus facile pour comprendre ce qu'est que l'Indo-Pacifique. Et là, on voit très bien que, vous voyez les repères noirs, Guam, Hawaï, San Diego et Diego Garcia. Je ne l'ai pas mis en noir parce que c'est tout de même encore une colonie anglaise, bien qu'elle soit contestée par Maurice depuis quelques mois. Mais on est tout de même dans une enfilade où les armes lourdes peuvent, on voit quasiment une espèce de ligne de projection depuis San Diego. Ceci étant, ce nouveau concept impose tout de même un changement radical qui va être assez long dans une armée qui fait plus d'1 million d'hommes, d'arriver à la polyvalence des effectifs. Quand on est en petite équipe, il faut que tout le monde sache à peu près faire ce que peut faire le voisin, être capable de prendre la place, éventuellement le commandement d'ailleurs. Et donc polyvalence des effectifs, une capacité à faire opérer instantanément des éléments provenant d'armes différentes, marines, les parachutistes, les nageurs de combat, etc. Il faut une organisation logistique impeccable, parce qu'elle a été mise à l'épreuve par les Américains depuis la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de résultats extraordinaires. Pensez au 6 juin. Mais là, il va falloir que cette logistique soit démultipliée, fragmentée, et que tout de même elle soit cohérente. Et puis, il faut savoir utiliser, ce que n'était pas le fort des Américains, les ressources locales. C'est-à-dire manger du riz là où on mange du riz, du millet là où il y a du millet, et pas seulement des rations au cas. Alors, cette transition, qui n'en est pas une, est tout de même basée aussi sur une recherche de réduction des coûts, parce que ces unités mobiles, même si elles sont multipliées, remplaçant des bases très lourdes qui seront petit à petit destinées à être démobilisées et qui coûtaient très cher et qui étaient aussi non seulement à portée de missiles désormais, mais également un sujet de bisbille avec les occupés, entre guillemets. Il suffit de savoir qu'à Okinawa ou en Corée, tout n'est pas rose entre les bases américaines et leurs ressortissants et les naturels du pays. Donc voilà, tout ceci devrait petit à petit disparaître de l'épure. J'ai situé Diego Garcia parce que c'est une base dont l'avenir à moyen terme, à court terme, je pense qu'il n'y a pas de problème, elle restera américaine, je crois qu'il y a un consensus, y compris de Maurice, sur la question, mais à moyen et long terme, il faudra que cette place extraordinaire pour les Américains au plein milieu, et super protégée à l'abri des cyclones aussi bien que des approches ennemies, puisse décamper et aller trouver d'autres endroits. Ils ont pensé aux îles Christmas de l'Australie, mais c'est tout de même déjà déporté. Ils ont pensé au Sri Lanka, mais il y a déjà les Chinois, et puis c'est pas un emplacement aussi discret qu'on peut l'imaginer. Enfin voilà, donc maintenant je passe sans transition à la Chine. Et donc voilà Xi Jinping et la bande dessinée qui témoigne d'une grande sagesse et d'une façon de voir assez différente de l'interlocuteur précédent. Alors la Chine, c'est essentiellement, je me suis maintenu d'abord rapidement là aussi, un tableau rapide de la position chinoise dans l'Indo-Pacifique. Là, j'ai tout mêlé, les bases militaires et aéronavales, etc. Mais j'ai mêlé aussi les instituts Confucius. Il y en a 97 dans l'Indo-Pacifique. Et chacune est un lieu de renseignement, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un lieu d'apprentissage du chinois, certes, et de la culture de 5 millénaires, mais c'est aussi un endroit où on peut noyauter. Voilà. Alors c'est pourquoi je l'ai mis. J'ai noté aussi, et notamment en Australie, ce qui n'est pas pour rien dans le tableau, la diaspora chinoise. Alors,
je vais me baser là-dessus. Alors, un petit schéma très théorique qui sort d'une autre conférence, mais ça ne fait rien, qui montre que la Chine en marron, en chamois, encadre l'Inde. Là, il y a un projet géopolitique à long terme qui est, je vais dire le mot entre nous, si vous me permettez, ne le répétez pas, mais colonisation du Pakistan. Avec la Birmanie, ça sera différent. Les Birmans ont certainement moins une personnalité, y compris militaire, assez différente du Pakistan, qui n'est pas vraiment un État, qui n'a que la religion comme ciment. Et donc ici, voilà les deux canaux qui encadrent l'Inde. Avec, on verra. Alors ici tout de même, je me suis amusé à faire un rapport des grandes surfaces qui existent dans l'Indo-Pacifique dans un axe qui n'est plus est-ouest, mais nord-sud. Nord-sud, on trouve 3 grandes surfaces qui font certainement saliver la Chine. La Chine elle-même, avec ses 9 millions de kilomètres carrés, je parle pas, je n'ai pas ajouté les habitants, parce que là, l'Australie serait tout de suite hors course. J'ai noté l'Inde, un petit peu à côté, avec 3 millions, c'est-à-dire 3 fois moins. J'ai noté l'Australie, qui n'est pas si loin que ça en termes de surface et de capacité d'accueil que la Chine, et puis l'Antarctique. Parce que ce que je vois sur le siècle à venir, peut-être 2 siècles, c'est que les Chinois ont une vision, déjà sur l'Arctique, ça c'est clair et net, ils sont déjà là, ils bougent des coudes pour se faire admettre comme, ils ont une formule qui est tout de même assez amusante, voisins proches ou quelque chose comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais ils ont aussi une vision avec des implantations déjà de missions scientifiques dans l'Antarctique, et que là, il y a un premier pas japonais qui permet de la Chine de passer par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et on est pratiquement, en évitant un peu les Kerguelen, on est en Antarctique. Et cette vision à long terme, perpendiculaire à ce que l'on voit généralement, me semble intéressante. Elle est très contestable, elle est gratuite, je ne l'ai jamais vue où que ce soit dans la littérature, même chinoise, mais je l'imagine, et c'est les siècles à venir qui en jugeront. Alors, les corridors. Les corridors sont destinés à donner évidemment accès à l'océan Indien, aux provinces intérieures de la Chine. Deng Xiaoping avait vu en 1978 que les provinces maritimes, celles qui donnent sur l'océan Pacifique, étaient devenues très prospères, le développement des ports, etc., toute une activité extraordinaire, et que tout l'arrière était de ce point de vue-là déshérité. Donc, comment faire pour arriver à donner un accès maritime à ces provinces? C'est de leur donner accès à la mer, parce que les choses vont dans les deux sens. On voit surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accès du pétrole du Moyen-Orient directement en évitant les choses trappes de l'Asie du Sud-Est aux navires qui vont du Moyen-Orient en Chine ou au Japon d'ailleurs. Mais là, on irait directement du Moyen-Orient par le Pakistan au Xinjiang. Et pourquoi? Parce qu'il faut absolument développer cette frontière occidentale de la Chine, parce que la développer, quitte à rompre avec les règles sur les droits de l'homme, c'est pacifier cet endroit, et c'est aussi se donner un point d'accroche du côté européen. Européen à travers, évidemment, l'Asie du centre, l'Asie centrale, le Kazakhstan, proche voisin. Ensuite, le couloir, ces deux couloirs ont l'avantage, je vais passer sur la... Alors, couloir, là c'est un petit détail. Cette carte que vous voyez en bas à gauche est intéressante, et c'est elle qui m'a donné cette idée de colonisation du Pakistan par la Chine. On reviendra là-dessus si vous voulez, parce que j'ai tout de même des éléments pour dire colonisation, même entre guillemets. C'est cette route tracée
d'un océan à l'autre. C'est étonnant, cette vision qu'il y a. Quasiment, on fait abstraction, bien entendu, de choses qui sont considérables, le franchissement de l'Himalaya. J'ai noté tout de même les 4700 mètres qu'il faut passer, les 700 kilomètres de routes qui existent déjà, mais auxquelles il va falloir faire franchir les gazo- et oléoducs qui sont encore en préparation, et une voie ferrée, si jamais il y en a une. Les Chinois se sont donné 30 ans pour la construire tout de même. Mais il y a 700 kilomètres de massifs montagneux qui bougent en permanence, avec des gorges profondes, des lacs qui se forment sur 30 kilomètres à la suite d'un éboulement et qui obstruent tout, au point qu'on est obligé de passer à travers la montagne. Bref, je ne dis pas, je n'épilogue pas sur les difficultés qui attendent ce 6 minutes, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Et l'ensemble des troubles qui existent au Pakistan. Alors, l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, le non-alignement. L'Inde sait que Washington, pour les 50 ans à venir, détient la primauté mondiale pendant, effectivement, plusieurs décennies. Que la Chine détient une primauté régionale incontestable. Ce n'est pas l'Inde qui va contester à la Chine sa position. Mais donc, comment faire pour trouver une place qui soit à la hauteur des ambitions indiennes, qui sont grandes et légitimes, à partir du moment où elles se tournent vers la mer? C'est de rêver à une région élargie à la fois au Golfe, parce qu'on n'est pas loin des Émirats, finalement, quand on sort par Ahmedabad, on est quasiment en Orient, en Moyen-Orient. C'est de faire une région qui s'élargisse, et ça sera non pas un retour, mais une suite des diasporas indiennes vers tous les pays d'Afrique, de la côte du littoral oriental de la... Attendez, il faut que j'aille un peu plus vite. Le temps presse. Voilà, ah oui, voilà. C'est ma troisième. Voilà les trois compères que j'ai réunis d'ailleurs. Donc Modi, Scott Morrison, australien, et Djokovic, que tout le monde connaît. Et en attendant, voilà 5 minutes, ça va encore. Donc je situe l'Inde dans l'Indo-Pacifique avec l'ensemble des points d'appui qui sont su trouver en Indonésie, d'une part, je les cite un par un, les points d'appui dans notre proximité à nous, Français, de Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte, etc. Et puis aussi, grâce à une petite coopération qui commence sous l'égide du Forum pour la coopération Inde-Îles du Pacifique, 14 îles que Modi est allé visiter il y a moins d'un an, je crois, et probablement c'est un début. On notera, et je l'ai fait pour vous, que tout ce qui est en rouge ici est dans la liste de ces îles du Pacifique, également contractuelles de la route de la soie. Voilà. On voit aussi l'ambivalence vraiment fondamentale de l'ensemble de ces pays qui, en dehors de la Chine et des États-Unis, ne seront jamais, ne voudront jamais adhérer à un camp ou à l'autre. C'est trop dangereux. Du côté... Ah, je galope. Du côté, alors je passe directement à l'Indonésie. L'Indonésie, moi je ferai un écrit et puis vous l'aurez. Du côté de l'Indonésie, je disais que l'Indonésie est connue comme étant une espèce de verrou. L'ASEAN dans l'Indo-Pacifique, on voit très bien ici le côté verrouillage, mais ce n'est pas la peine d'insister, tout le monde aura compris, avec les grands détroits. Et puis, j'ai terminé par ce petit schéma qui montre bien la continuité qu'on n'imagine pas sur une carte en général, la continuité
qui rend pile limitrophe l'Indonésie et l'Inde. D'une manière maritime, l'Indonésie et l'Inde sont des pays limitrophes. Ce que, quand on regarde rapidement les cartes, surtout quand on les regarde les unes après les autres, on ne voit pas. Et donc, entre l'Inde et l'Australie, il y a quasiment un barrage. Et cette stratégie que voulait jouer Jokovic pendant son premier, j'allais dire quinquennat, sa première présidence, son Global Maritime Fulcrum, son pivot maritime mondial, qui était un concept tout à fait audacieux et très intéressant, qu'il n'a pas du tout cultivé pendant sa première présidence et dont il n'a absolument pas parlé en prenant sa seconde présidence il y a quelques mois. Et ça, je trouve que ça, c'est très décevant parce que là, il y a un jeu à jouer. Il y avait un jeu à jouer non seulement pour l'Indonésie, mais pour l'ASEAN en tant qu'organisme, dont on sait la difficulté à trouver un consensus, et d'autre part, vis-à-vis de l'ensemble qui se constitue dans l'Indo-Pacifique entre les grandes puissances. L'Australie. Alors l'Australie, la grande déçue... Accélère. L'Australie, c'est la grande déception de l'Australie, à son tour, c'est plus la mienne, c'est celle de l'Australie, c'est que depuis 3 ans, ils se sont aperçus qu'on ne pouvait plus compter sur les Américains. Et ne plus compter sur les Américains, c'est l'ensemble de la stratégie bâtie depuis 1951 qui non pas s'écroule, mais se fragilise, dont elle sent qu'elle va peut-être devoir leur laisser une grande partie de la responsabilité. Et alors, où sont les solutions? Eh bien, c'est dans les relations qu'elles vont renforcer avec le Japon, avec l'Inde, bien entendu. On a parlé du quadrilatère de sécurité, où le point faible est devenu les États-Unis. Mais l'Inde, l'Australie et le Japon restent 3 piliers assez solides, et probablement que c'est autour de cela que les 3 dirigeants vont reconstituer les... alors, bon, là, Diego Garcia, encore une fois. Et puis voilà, vous avez le salut de ces braves gens qui vous souhaitent de réfléchir sur le sort qui les attend dans leur vaste monde. Voilà. Merci beaucoup.